Et donc maintenant, on va aborder la question de savoir ce que ça signifie pour une fonction de plusieurs variables d'être de classe C2, C3, etc. jusqu'à C infini. Et je vais commencer par faire une remarque pour expliquer comment on va justement répéter les dérivations, parce qu'il y a une sorte de nouveauté pour les fonctions de plusieurs variables. Alors voici la remarque. Donc, je me donne f de classe C1 sur oméga. Je peux donc regarder l'application d rond f sur d rond xi. Je vous rappelle qu'f de classe C1, ça veut dire que les j dérivés partiels de f existent et sont continus. Donc je peux tout à fait regarder cette application qui est continue. C'est aussi une application de oméga à valeur dans R. Et je peux à nouveau me poser la question de l'existence de dérivés partiels de cette fonction. Donc ici, définition. Alors, je vais peut-être simplement l'écrire directement ici. Donc, si d rond f sur d rond xi, donc ça c'est une nouvelle fonction, vous pouvez l'appeler g si vous voulez, vous pouvez vous demander à nouveau si elle admet des dérivés partiels. Admet une jm dérivée partielle en un certain point A appartenant à oméga. Donc dans ce cas-là, imaginez qu'on note G cette application-là, on noterait d rond sur d rond xj de G en A. Donc si j'appelle ça G, je devrais noter d rond G sur d rond xj de A. Sauf que là, le G, c'est cette application-là, donc c'est d rond de d rond f sur d rond xi de A. Donc j'insiste, j'ai une nouvelle application sous la main, définie sur oméga, et donc je peux me demander si elle admet les dérivés partiels, et donc normalement je devrais les noter comme ça. Alors on le note en fait différemment, parce que vous voyez que cette notation n'est pas très agréable. Noter d rond de f sur d rond x j, d rond xi de A. Donc vous voyez, ce qu'on fait, c'est qu'on indique le fait qu'on a dérivé deux fois la fonction, d'abord par rapport à la variable i, puis par rapport à la variable j. Donc l'ordre importe, ça signifie qu'ici, vous voyez, j'ai d'abord défini la fonction dérivée im dérivée partielle, et ensuite j'en ai pris la jm dérivée partielle. Ok, donc de la même manière, de même, c'est juste pour faire la remarque qu'on peut faire a priori l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on peut d'abord considérer la jm dérivée partielle de la fonction f, c'est-à-dire dériver d'abord par rapport à la variable xj, et puis ensuite se demander si cette application admet une im dérivée partielle. Donc ici, je me suis fixé ij dans 1D, de même, si d rond f sur d rond xj admet une im dérivée partielle en A, à un certain point d'oméga, et bien vous voyez qu'ici, dans ce cas-là, celle-ci, la notation est bien sûr déjà introduite, est notée d rond de f sur d rond xi, d rond xj de A. Et j'insiste sur le fait que cette notation indique qu'on a d'abord dérivé par rapport à la jm variable, puis par rapport à la im. Ok. Alors, exemple. Je vais prendre un exemple tout bête. F de xy égale, je vais me placer en dimension 2, donc f, disons, de R2 dans R, et je vais simplement prendre un polynôme. Par exemple, x carré y plus y au cube. Alors vous voyez que là, f, en fait on va voir ce que ça signifie, elle est même de classe C infini, il n'y a pas de problème pour calculer ses dérivées partielles. Quand vous calculez une dérivée partielle, cette fonction est évidemment de classe C1, on l'a déjà vu, les fonctions polynômes sont de classe C1, mais vous voyez que, bien entendu, ensuite, ces dérivées partielles sont elles-mêmes de classe C1, puisque ici, f est de classe C1, et je vais calculer d rond f sur d rond x de xy, donc pour tout xy appartenant à R2, eh bien qu'est-ce que j'ai?
j'ai d rond f sur d rond x de xy, qui vaut, donc je dérive par rapport à la variable x, y est fixée. Donc ici, ça me fait 3xy. De même, d rond f sur d rond y de xy, je peux calculer la dérivée partielle de f par rapport à sa deuxième variable, donc d rond f sur d rond y de xy. Ici, je vais obtenir x carré plus 3y carré. Ok. Et donc, vous voyez que je peux m'amuser à regarder ce qui se passe si maintenant je prends la dérivée partielle de ce truc-là par rapport à y. Donc, d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y sont de classe C1 sur oméga, il n'y a pas de problème. C'est à nouveau des polynômes. Et je fais le calcul, d rond de f sur d rond y, d rond x. Donc ça consiste à prendre cette application-là et à prendre sa deuxième dérivée partielle, donc la dérivée par rapport à y. Donc si je dérive ça par rapport à y, et pour tout x appartenant à R2, j'obtiens d rond de f sur d rond x, y, d rond x. Donc je dérive ça par rapport à y, j'obtiens simplement 3x. Et de même, d rond de f sur d rond x, d rond y de xy. Donc ça consiste à prendre la deuxième dérivée partielle de f, et, qui est cet objet-là, et d'en prendre la première dérivée partielle, donc de dériver par rapport à x. Vous voyez qu'ici, si je dérive par rapport à... si je dérive cette merveille par rapport à x, alors ici, je me suis planté dans mes calculs. Pardon. Là, bien sûr, ça fait 2xy, ça. Et si je dérive, donc du coup ici ça fait 2x, et si je dérive ce truc-là par rapport à x, le terme en y carré s'en va, et donc j'ai juste 2x. Donc vous constatez que les dérivées partielles que je dérive d'abord par rapport à x, puis par rapport à y, ou par rapport à y, puis par rapport à x, j'obtiens la même chose. Et donc une question assez naturelle, c'est de se demander si c'est toujours vrai en fait. Et on va voir que c'est à peu près toujours le cas, sauf cas pathologique. Je vais en donner un exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous donner la notation. Comment on note maintenant si on dérive deux fois par rapport à la même variable? Si d rond f sur d rond xj admet une jm dérivée partielle, donc imaginons que ici, comme par exemple ici, vous voyez que je pourrais dériver par rapport à x, puis redériver par rapport à x. Alors celle-ci est notée, on prend une notation un peu plus compacte que celle-là, plutôt que la noter d rond de f, d rond xj, on la note d rond de f, d rond xj carré. Donc ici, cette notation dit qu'on a dérivé deux fois f et deux fois par rapport à la même variable, ici par rapport à la variable j. Donc voilà pour une notation de dérivée successive d'une fonction. Donc on va refaire un exemple, et cet exemple, ça va être un exemple qui va nous montrer que cette propriété-là, du fait que dériver dans un sens ou dans l'autre donne la même chose, n'est pas toujours vérifiée. Donc je vais prendre une fonction, qui est un peu d'ailleurs l'exemple historique qui montre ce problème. Et cet exemple, c'est la fonction f qui a xy associe xy x carré moins y carré sur x2 plus y, x carré plus y carré. Ça, c'est si xy est différent de 0, 0. Et puis 0 sinon. Ok. Alors, donc, on va essayer de calculer les dérivées partielles. Calculons. Alors, montrons que d rond de f sur d rond x, d rond y en 0, 0 et d rond y, d rond xx de 0, 0. Donc je vais m'intéresser au point 0, 0 en particulier. Je vais essayer de calculer les dérivées secondes en dérivant d'abord par rapport à y, puis par rapport à x, puis dans l'ordre opposé, en 0, 0. Donc je vais montrer qu'elles existent. Et calculons-les. Ok, alors bien sûr ici, attention, cette fonction-là, c'est pas du tout évident a priori que ces dérivées partielles existent, puisque justement il y a un problème de définition en 0, 0. D'abord, on va peut-être se demander si ça a un sens de parler de d rond f sur d rond y. Okay, donc je vais me concentrer sur ce cas-là, parce que le calcul de l'existence et le calcul de l'autre est complètement symétrique. Vous voyez que là c'est la même chose, modulo un signe moins là,
Les variables x et y jouent un rôle symétrique à un moins près. Donc je vais me concentrer sur, d'abord, montrer que je peux parler de la dérivée partielle de f par rapport à y. Existe sur ici donc R2. Alors, bien sûr, quand on est hors du point 0, 0, là on a une brave fraction rationnelle. Le seul endroit où il y a un problème, hein, c'est quand le dénominateur s'annule, c'est-à-dire quand toutes les deux variables x et y sont toutes les deux nulles. Donc pour tout x, y appartenant à R2, privé de 0, 0, d rond f sur d rond x de x, y, alors pardon, d rond f sur d rond y de x, y existe et vaut. Alors là, c'est simplement un calcul de dérivée partielle. Donc je vais dériver ça, donc je fixe x et je dérive par rapport à y. Donc qu'est-ce que ça va faire? Donc u'v moins uv' ici, donc u'. Alors j'ai donc le premier terme dans le numérateur, c'est x cube y. Donc quand je dérive par rapport à y, ça fait simplement x cube. Le deuxième terme me fait... pardon, ça fait donc... pardon. Donc le premier terme, je vais y arriver. Le premier terme, c'est x cube y. Je dérive par rapport à y, ça fait bien x cube. Le deuxième terme, c'est un terme en moins x y au cube. Quand je le dérive par rapport à y, ça fait moins 3x moins 3y. Pardon, moins 3x y carré. Alors je vais devoir l'écrire en dessous, x cube moins 3x y carré. Ça c'est u'. Le dénominateur fois v moins uv'. Donc uv' ça fait x cube y moins x y cube, facteur de la dérivée du dénominateur, que je dérive donc par rapport à y, ça fait simplement 2y. Le tout sur le dénominateur au carré. Ok, donc ça, avec un petit peu de calcul, on vérifie que ça vaut précisément... alors, donc on va l'écrire un petit peu. On va avoir x puissance 5 moins 3x au cube y carré plus y carré x cube moins 3xy puissance 4 moins 2x cube y carré, y carré plus x. C'est un calcul assez désagréable. Je dirais qu'il y a une chance sur deux pour que je sois en train de faire une faute de calcul, plus 2x y puissance 4. Ok, le tout divisé par le dénominateur que je ne réécris pas. Bon, et ça, vous pouvez un petit peu regrouper les trucs. X puissance 5, il vit sa vie tout seul. Et ici, vous avez les termes en x cube y carré, vous en avez 1, 2 et 3. Donc vous avez moins 3 plus moins 2, ça fait moins 4 x au cube y carré. Hein, donc j'ai géré ce terme-là et ce terme-là, ainsi que ce terme-là. Il me reste ce terme-là qui lui fait moins x y puissance 4. Bon, aux erreurs de calcul près, ça va donner ça. Ok, donc voilà le calcul de dérivée partielle. Ça, c'est le calcul valable si je calcule la dérivée partielle de f par rapport à sa deuxième variable en un x, y différent de 0, 0. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je calcule cette dérivée partielle en 0, 0? Bon, là, il faut que je revienne à la définition. Hein, donc, pour calculer d rond f sur d rond y de 0, 0, déjà, je ne sais pas si ça existe, donc je vais devoir faire f de 0, 0 plus t fois 0, 1. Hein, faire le calcul de la dérivée partielle regardez, étudier l'existence de la dérivée partielle de y en 0, 0, c'est faire f de a, ici, a c'est 0, 0, plus t fois le vecteur selon lequel on dérive. Le vecteur par rapport auquel on dérive, c'est le vecteur E2, le deuxième vecteur de base, moins f de a sur t. Hein, ça c'est donc pour t différent de 0. Si on fait ce calcul, là, vous allez constater que ici, ça vous fait simplement f de 0, t moins f de 0, 0 sur t. Et ça, vous pouvez voir que quand x vaut 0,
ce truc-là vaut 0. Hein. Donc finalement, vous avez 0 qui tend vers 0 quand t tend vers 0. Donc, d rond f sur d rond y de 0, 0 existe et vaut 0. Ok. Donc là, ce qu'on vient d'établir, c'est que la fonction d rond f sur d rond y est parfaitement définie sur R2. On a même une formule pour ce qu'elle vaut. Elle vaut ceci pour x, y différent de 0, 0, puis elle vaut 0 en 0, 0. Étudier l'existence de cet objet-là et calculer sa valeur, ça consiste à se demander si la fonction g égale d rond f sur d rond y admet une première dérivée partielle en le point 0, 0. Donc si je vous demandais ça pour une fonction g, vous feriez g pour g égale d rond f sur d rond y. Si je me demande si cette fonction-là admet une première dérivée partielle en le point 0, 0, ben, il faut que je calcule g de t, g en le point 0, 0, plus, je dérive par rapport à, je cherche sa première dérivée partielle, donc c'est g de a plus t fois le premier vecteur de base, g de t, g de 0, 0 plus t fois 1, 0, moins g de 0, 0. On calcule pour t différent de 0 cette merveille. Et ça fait quoi? Alors g de 0, 0, hein, c'est d rond f sur d rond y, donc ça fait 0. Donc j'obtiens g de t 0 sur t. Et g de t0, ben, il faut que je regarde ce que ça fait ici. Alors, quand y vaut 0, tous les termes s'en vont, hein, sauf le premier, qui me fait t puissance 5. Et puis au dénominateur, j'ai t puissance 4. Donc ici, j'ai simplement t puissance 5 sur t puissance 4 avec le 1 sur t devant. Et donc, ça fait 1. Et donc vous voyez que, bien sûr, hein, c'est du coup constant, et donc ça tend quand t tend vers 0, vers 1. Et donc d rond f, d rond de f sur d rond x, d rond y de 0, 0 existe. Ça, par définition, c'est la dérivée partielle de g par rapport à x en 0, 0, qui est notée ainsi, et vaut 1. Alors là, vous pouvez me croire, en faisant le même calcul, et vous échangez les rôles de x et y avec un moins, on a vu que la formule de f était symétrique. De même, si on fait les mêmes calculs, d rond de f, mais cette fois en dérivant d'abord par rapport à x puis par rapport à y, existe et vaut moins 1. Je peux vérifier que ça vaut moins 1, alors tout pareil avec un moins. Et donc, vous voyez qu'en fait, ici, on est dans une situation où les dérivées partielles, l'ordre selon lequel on dérive a une importance. Alors, je voudrais juste vous faire la remarque ici que vous pouvez vérifier que, je fais juste la remarque, c'est pas important, mais c'est pour dire, vous pouvez me dire, ah, c'est peut-être que, par exemple, la fonction f n'est pas de classe C1. Mais vous pouvez vérifier hein, que f est bien de classe C1, remarque. F est bien de classe C1. Pourquoi f est de classe C1? Je vais le faire juste. Donc ça, c'est différent. Hein. F est de classe C1 malgré tout, puisque vous pouvez vérifier qu'elle est bien sûr de classe C1 sur R2 privé de 0, 0. Pourquoi? Parce que voilà, la formule, et le seul problème vient de la situation où x et y sont tous les deux nuls. Elle l'est par composition, ou si vous voulez, par, je dirais, elle l'est comme fraction rationnelle sur R2 privé de 0, 0. Ça, c'est très clair. Et puis, il faudrait montrer que elle est. Donc, je rappelle que f est de classe C1. Il faut montrer que ces dérivées partielles existent et sont continues. Donc, je le fais que pour la première dérivée partielle, puisque l'autre cas est symétrique. La première dérivée partielle dont on a la formule. Donc, je devrais plutôt dire d rond f et d rond f et d rond f sur d rond x et d rond y sont continus. Sont continus sur R2
privé de 0, 0 comme fraction rationnelle sur R2 privé de 0, 0. Et donc, il reste à voir, je vais le faire le calcul en 2 secondes, il reste à voir qu'elles sont continues en 0, 0. Je vais le faire donc que pour la dérivée partielle par rapport à x. De plus, il me reste à voir la continuité en 0, 0. Donc il s'agit de montrer que d rond f sur d rond x de xy tend, quand xy tend vers 0, 0, vers 0. Vérifions que d rond f sur d rond x de xy tend, quand xy tend vers 0, 0, vers 0, c'est-à-dire d rond f sur d rond x de 0, 0. Bon, bah ça, c'est pas trop difficile, pour peu que vous soyez habitué à manipuler ce genre d'objet. Simplement, on va écrire que d rond f sur d rond x de xy, c'est majoré par... Alors, au numérateur, je vous fais remarquer que le dénominateur, c'est rien d'autre que la norme de xy puissance 4. Donc, au numérateur, c'est simplement... je réécris le dénominateur. Moins 4x cube y carré moins xy puissance 4 sur norme de xy, la norme euclidienne de xy puissance 4. Et ici, en utilisant le classique que x et y sont tous les deux plus petits que la norme de xy, vous voyez qu'en faisant un coup d'inégalité triangulaire, donc vous majorez ça par x puissance 5 plus 4 valeur absolue de x cube, donc ça je vais l'écrire, c'est plus petit que x puissance 5 plus 4x cube y carré plus x y puissance 4 sur la même chose. Et donc maintenant, ça, vous voyez que vous majorez tous ces termes-là. En fait, c'est tous des monômes de degré 5. Ici, c'est un truc de degré 5, ça, c'est un truc de degré 3 plus de 5. Et donc tout ça, c'est plus petit que... Alors ici, j'en ai combien? Je vais en avoir 6. Encore une fois, modulo des erreurs de calcul, mais c'est ça l'idée. 6 fois la norme de xy. Quand je majore x ici par la norme de xy, avec le puissance 5, ça fait norme de xy puissance 5. Et puis pareil pour les autres termes. Et donc ici, j'ai simplement... c'est finalement tout ça, c'est majoré par 6 fois la norme de xy au carré. Et comme, pardon, pas au carré, norme de xy. Et comme xy, quand xy tend vers 0, la norme de xy tend vers 0. Quand xy tend vers 0, 0, ce truc-là tend vers 0, donc ce truc-là tend vers 0, et on a gagné, c'est ce qu'on voulait montrer. Et donc, croyez-moi, c'est aussi valable pour la dérivée partielle de f selon y. Donc ici, même si la fonction est une classe C1, et même si les dérivées partielles secondes d rond 2f sur d rond x, d rond y et d rond 2f sur d rond y, d rond x existent en 0, 0, elles sont différentes. Alors, heureusement, qu'est-ce qui va faire que automatiquement on peut toujours dire que ces deux objets-là sont égaux? Ça fait, c'est pratique, ça nous dira qu'il n'y a pas besoin de calculer ces deux trucs-là. Donc sous quelles conditions c'est vrai ça? C'est un théorème qui s'appelle le théorème de Schwarz. Le théorème de Schwarz, il dit la chose suivante. Théorème de Schwarz. Alors il dit que si f donc il dit la chose suivante. Je me place en un point A fixé appartenant à oméga. Si d rond de f, d rond xi, d rond xj, je me donne aussi i et j quelconque. Si d rond de f sur d rond xi, d rond xj, alors pardon, il faut que je prenne une fonction ici. Bon, ça suffit. Si d rond de f sur d rond xi sur d rond xj et d rond de f sur d rond xj, d rond xi existent sur oméga et sont continus, alors d rond de f sur d rond xj, xi, d rond xj de a
égale d rond de f sur d rond xj, d rond xi de a. Donc, peu importe l'ordre selon lequel vous dérivez, vous obtenez la même chose. Donc c'est assez pratique. Alors bien sûr, si elles sont continues, si on a juste besoin de la continue en A, appartenant à oméga. Ok, je vais en faire la preuve. Je vais essayer de la faire relativement rapidement. La preuve est un petit peu compliquée, mais pas forcément non plus très intéressante. Donc je vais aller relativement vite. Alors la preuve, ce que je vais faire, c'est que je vais me donner pour TS. Donc je fixe A, bien sûr. A est fixé. Hein. Pour TS, T strictement positif, S strictement positif, ce qu'on va calculer, c'est qu'on va calculer la chose suivante, soit l'application que je vais appeler par exemple phi, qui a TS, associe. On va partir de quelque chose qui est symétrique en S et T d'une certaine manière. On va calculer F de A et puis on va juste changer, on va avancer de T dans la direction EI. On va juste ajouter T à la ième composante de A. TEI plus SEJ. On va soustraire à ça F de A plus TEI moins F de A plus SEJ plus F de A. D'une certaine manière, on peut voir ça comme une approximation de la dérivée seconde, enfin c'est ce qu'on va voir hein, par le calcul. Et on va faire des développements limités. Alors ici, on va faire des développements, on va utiliser le Taylor, en l'occurrence Taylor-Lagrange, ou pour ce qu'on va faire en fait le théorème des accroissements finis. Et comment on va faire ça? Eh bien, on va dire que je vais commencer par remarquer la chose suivante. C'est que si je note, je vais l'appeler G cette application, j'ai l'application qui a Z associe F de A. Alors ici, je prends bien sûr T et S de manière à ce que A plus TEI plus SEJ soit toujours dans oméga. Hein, je peux le faire puisque oméga est un ouvert, donc près de A, si T et S sont suffisamment petits, je peux le faire. Donc tel que T plus, A plus S, A plus TEI plus SEJ appartient à oméga. Donc pour de tels TS, on définit cette application-là. On définit l'application G qui a Z associe F de A plus ZEI plus SEJ, F de A plus ZEI plus SEJ moins F de A plus ZEI. Donc voilà l'application qu'on va considérer. Et qu'est-ce qu'on peut dire de cette application? On va faire le lien entre cette application G et phi. Pour tout TS tel qu'on a ça, hein, je peux calculer phi de TS en fonction de G. En effet, phi de TS, c'est, regardons le premier terme, f de A plus TEI plus SEJ moins f de A plus TEI. C'est précisément prendre la fonction G au point T. Vous voyez que si je prends G, je remplace Z par T ici, j'obtiens exactement ça moins ça. Donc j'obtiens G de T. Et puis le deuxième terme, f de A plus SEJ moins f de A, ça consiste précisément à prendre G au point 0. Quand Z est égal à 0 ici, j'obtiens exactement ce terme-là moins ce terme-là. Donc phi de TS, c'est G de T moins G de 0. Donc, vous voyez que ça donne envie de faire un développement limité, d'utiliser le fait que ça, c'est, alors on va faire le théorème des accroissements finis, ça c'est égal, il existe C1, alors qui appartient du coup à 0T. Hein. Alors a priori T pourrait être négatif ici, hein, donc d'ailleurs pour T, ils n'ont pas spécialement raison d'être positif. Hein. Pour TS tel que ça, donc 0, T pourrait être négatif, et donc dans ce cas-là je prendrai l'intervalle T0 par le théorème des accroissements finis, hein, par le théorème des accroissements finis, que je peux utiliser, hein, puisque la fonction, comme je suppose que ces quantités existent sur oméga, ça implique que la fonction phi, plutôt j'aurais dire la fonction g, est dérivable. Donc il existe C1 appartenant à 0t tel que phi de TS, je vais l'appeler oui, donc C1,
tel que phi de ts égale g' de c1. G de b moins g de a, c'est g' de c b moins a. Ici, b c'est t et a c'est 0, donc j'obtiens juste simplement g' de c1t. Et là, je vais aller un petit peu vite, hein, on a un peu vu ce genre d'idée. Ici, vous voyez que G, c'est une application qui consiste, l'application G qui est là, ça consiste à simplement faire bouger la variable la JM coordonnée autour de A. On fait plus S, EJ. Donc ici, quand on est en train de faire ça, on a simplement la chose suivante. Donc, ah pardon, excusez-moi. Donc ici, c'est Z qui bougent, hein, donc on fait varier uniquement selon la variable I. Donc qu'est-ce qui se passe ici quand je regarde cette application-là que je dérive selon la variable Z et que j'évalue en C1, c'est rien d'autre que d rond F sur d rond XI de A plus C1 EI plus S EJ fois T. Pardon, il y a l'autre terme, et il y a un moins. Maintenant, la dérivée de cette application-là, bah celle-là, ça fait simplement d rond F sur d rond XI de A plus C1 EI. Et le tout fois T. Ok, je continue. Je continue, et maintenant, je vais faire la même chose, mais cette fois pour cette application-là. Hein. Je sais que les dérivées partielles secondes existent, donc cette application-là, je fais à nouveau un petit peu vite, vous voyez que je peux faire le théorème des accroissements finis sur cette application-là. Et qu'est-ce qui varie ici? C'est S. Hein. Ici, j'ai un certain H de S moins H de 0. C'est la même chose. Ce truc-là est la même chose que celui-là, sauf qu'il y a le SJ. Donc quand je fais S égale 0 ici, j'obtiens exactement ça. Donc ça, c'est égal. Il existe C2 appartenant cette fois à 0S, tel que ce truc-là est égal à, toujours par le théorème des accroissements finis, ce truc-là est égal à, si j'appelais cette fonction h, ça va être la dérivée de cette application, et ça correspond exactement à la dérivée partielle de cette application de F sur d rond xi par rapport à la jm variable. Hein. C'est la seule qui bouge ici quand S bouge. Donc ça, c'est égal à quoi? À d rond de f sur d rond x j d rond xi évalué en a plus C1EI plus C2EJ. Et bien sûr, ceci fois S, hein, j'ai un H de S moins H de 0, donc ça fait fois S, et puis n'oublions pas, il y a le T qui était là. Ok. Donc, j'ai réussi à démontrer que ce phi de TS, il s'écrivait comme ça. Et de même, vous voyez, tout ça c'est symétrique, de même, on trouve C3, C4, tel que. Hein, vous voyez que là, j'ai cassé la symétrie quand j'ai posé cette fonction g, puisque cette fonction g, elle met l'accent sur la variation selon j, puisqu'elle se plus sj. Mais je peux faire la même chose, cette fois, je mets l'accent sur la variation selon i. Donc de même, on trouve C3, C4 tel que, eh bien, phi de TS est égal à la même chose, d rond de f, mais cette fois d rond xi, d rond xj, de A plus C3 EI plus C4 EJ TS. Donc finalement, phi de TS vaut à la fois ceci et cela. Donc vous voyez qu'on va pouvoir simplifier le TS pour TS différent de 0 et on obtient l'égalité entre ces deux quantités-là. Donc c'est à peu près ce qu'on veut. Hein. Ça y est, on a les dérivées partielles de f selon xi puis selon xj et selon xj puis selon xi. Sauf qu'on a ces C3, C4, C1, C2 qui nous embêtent, mais c'est pas grave parce qu'on s'apprête à faire tendre T et S vers 0. Donc quand T tend vers 0, S tend vers 0. Alors la première remarque à faire, c'est que toutes les variables C1, C2, C3, C4 tendent vers 0 parce qu'elles sont coincées entre 0 et T ou 0 et S respectivement. C1 tend vers 0, C2 tend vers 0, alors je vais peut-être l'écrire comme ça, CK tend vers 0 pour K égale 1, 2, 3, 4. Ok, donc ce que ça dit, c'est que donc, du coup, si j'écris cette égalité, phi de TS, ça vaut ça et ça, je simplifie par TS, et ensuite je fais tendre TS vers 0. Ça me dit que ce qui est dans l'argument des deux fonctions, celle-là et celle-là, ça tend vers A. Hein. Donc, A plus C1 EI plus C2 EJ
tend vers A quand S tend vers 0 et T tend vers 0. Et de même, A plus C3EI plus C4EJ tend quand S tend vers 0, quand T tend vers 0. Tend vers A quand S, T tend vers 0. Et donc là, j'ai fini parce que je vous rappelle que c'est là qu'on va utiliser de manière cruciale la continuité de ces applications. Rappelez-vous qu'on a supposé que les applications dérivées secondes par rapport à xi, par rapport à xj existaient et qu'elles étaient continues en A. Comme elles sont continues en A, ici, je peux passer à la limite. Ce truc-là tend vers A, donc des ronds de f sur des ronds xj, des ronds xi, de ce truc-là tend vers cette application-là évaluée en A. Pensez encore une fois, appelez ça G par exemple. Vous avez un G de A plus quelque chose qui tend vers A. Vous avez un G de quelque chose qui tend vers A. Cette application est continue en A, donc G du quelque chose tend vers G de A. Donc, comme des ronds de f sur des ronds xi, des ronds xj et des ronds de f sur des ronds xj, des ronds xi sont continus en A, on trouve. Donc je répète l'opération, phi de ts vaut à la fois ça et ça, donc j'écris l'égalité entre ces deux quantités-là, je simplifie par ts, et ensuite je fais tendre t et s vers 0, et j'obtiens précisément ce que je voulais, c'est-à-dire des ronds de f sur des ronds xi, des ronds xj de A égale des ronds de f sur des ronds xj, des ronds xi de A. Donc voilà le théorème de Schwartz. Vous voyez que pour avoir cette propriété plutôt agréable, il faut que la fonction, il faut que les dérivées secondes soient continues au point qui vous intéresse. Ok. Mais donc dans la vraie vie, on va voir des exemples de ça, mais dans la vraie vie, vous allez avoir par exemple affaire à des fonctions dont vous voyez immédiatement qu'elles sont autant de fois dérivables que vous le voulez. On verra la notion de classe CP et classe C infinie. Et donc, du coup, vous saurez automatiquement que cette égalité est vérifiée, parce que vous avez une fonction dont les dérivées secondes sont continues, et même plus que ça. Vous pouvez dériver autant de fois que vous voulez. Auquel cas, le théorème de Schwartz s'applique. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'une application est de classe C2 df, donc, on dit que f est de classe C2 si quoi? Si pour, sans surprise, hein, C1 c'était les dérivées partielles d'ordre 1, hein, la première, la deuxième jusqu'à la dixième existaient, étaient continues. Bah là on va demander aux dérivées partielles d'ordre 2 de tout exister à être continues. Si pour toute ij appartenant à 1d au carré, des ronds de f sur des ronds xi, des ronds xj existent et est continue sur oméga. Alors, remarque importante, hein, ici vous voyez que ça suppose, quand j'écris que cet objet-là existe, comme cet objet-là consiste d'abord à calculer des ronds f sur des ronds xj, ça suppose que la dérivée partielle, la première dérivée partielle juste par rapport à j existe. Okay. Donc, voilà. Sous-entendu là-dedans, il y a déjà l'existence des dérivées partielles d'ordre 1, bien sûr, de la fonction. Ok, donc ça c'est la de classe C2. Arrivé là, on peut répéter le processus. Donc, vous pouvez, par exemple, vous avez une fonction de d variable, dérivée par rapport à la troisième variable, puis ensuite dérivée par rapport à la 27e, puis ensuite dérivée par rapport à la 5e, puis ensuite redérivée par rapport à la 27e. Donc, vous pouvez faire des opérations du style, vous dérivez f un nombre k deux fois, et puis vous commencez par dériver par rapport à, comme je disais, je ne sais pas moi, la cinquième variable, donc ça serait i1 égale 5, puis ensuite vous dérivez un certain nombre de fois par rapport à la septième variable, etc., jusqu'à des ronds xid, et potentiellement vous avez à certains moments dérivé par rapport à la même variable. Pourquoi pas, hein, et donc la définition maintenant, ça va être, hein, on dit que f, plus généralement, je vais peut-être partir de ça, on dit que f est de classe ck sur oméga, si pour toute I1, etc., jusqu'à IK, eh bien, donc appartenant à 1D à la puissance K, eh bien la dérivée, donc on indique qu'on a dérivé K fois par rapport à F
d rond xi1, alors je vais dire d rond xik, etc. jusqu'à d rond xi1, existe et est continue sur oméga. Ok. Une remarque importante donc sur les fonctions de classe CK, c'est que si vous avez une fonction qui est classe CK, donc qui vérifie ça, vous pouvez regrouper, vous pouvez intervertir par le théorème de Schwartz. Remarque. On peut regrouper. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'ai f, disons, de classe C3 sur R2, et que je calcule d rond 3f sur d rond x, d rond y, d rond x. Donc d'abord, je dérive f par rapport à x, puis je la dérive par rapport à y, puis je la dérive par rapport à x. Bon bah ça, c'est pareil, c'est la même fonction que d rond 3f sur d rond y, d rond x carré, par le théorème de Schwartz. Ça, c'est si la fonction est de classe C3, bien sûr. Ok, donc vous voyez qu'en fait, pour vérifier qu'une fonction est de classe CK, par cette remarque-là, il suffit de vérifier qu'à chaque fois que vous dérivez un nombre donné de fois par rapport à la, disons, la première variable jusqu'à un certain nombre de fois par rapport à la dixième variable, ce nombre, et la somme des nombres de fois faisant k, vous obtenez une fonction qui existe, bien sûr, et qui est continue. Et donc, ici, le théorème de Schwartz vous permet d'intervertir ces choses-là. Et d'ailleurs, ça c'est aussi pareil que vous pourriez d'abord dériver par rapport à y, puis ensuite dériver deux fois par rapport à x. Notez bien la notation utilisée. J'indique le fait qu'il y ait 3 dérivations, 2 par rapport à x, puis ensuite une par rapport à y, et j'insiste sur le fait que, du coup, vous pouvez tout à fait affirmer que le faire dans cet ordre peut-être un peu saugrenu, dérivé par rapport à x, puis par rapport à y, puis par rapport à x, c'est pareil que ça. Ok, alors, donc finissons avec quelques mots sur l'algèbre des fonctions de classe CK. À savoir que les opérations classiques usuelles préservent le fait d'être de classe CK. Donc si vous sommez des fonctions de classe CK, donc algèbre des fonctions de classe CK, alors là je vais simplement, je ne vais pas écrire exactement les choses. Si vous avez deux fonctions de classe CK, la somme est de classe CK, donc la somme c'est bon, multiplication par un scalaire, produit, division. Alors division ici, bien sûr, en divisant par une fonction qui ne s'annule pas sur oméga, préserve. Toutes ces opérations préservent le fait d'être de classe CK. Être CK. Voilà. Je vais définir par une définition. Quand est-ce qu'on dit qu'une fonction est de classe C infinie? Eh bien, comme pour les fonctions d'une seule variable, on va dire qu'elle est de classe C infinie si elle est de classe CK pour tout k. Donc, on dit que f est de classe C infinie sur oméga si f est de classe CK pour tout k plus grand que 1. Alors, pour tout k plus grand que 0, bien sûr, il faut au moins qu'elle soit continue, mais enfin bref, peu importe. Ok. L'exemple typique de fonction C infini, qu'est-ce qui est C infini? Les polynômes, c'est de classe C infini, donc vous pouvez l'affirmer directement. Au passage, l'algèbre, simplement par la définition de ce que c'est qu'être de classe C infini, l'algèbre des fonctions de classe CK, les fonctions de classe C infini, c'est aussi une algèbre. Si vous faites ce genre d'opération sur les fonctions de classe C infini, vous obtenez une fonction de classe C infini, donc les polynômes, les fractions rationnelles. Les fonctions rationnelles, bien sûr, sur l'ensemble RD privé des racines du dénominateur. Vous avez des fonctions de classe C infinie, et avec vos théorèmes de composition, vous pouvez maintenant, si vous avez d'un seul coup, donc maintenant cosinus de x plus y plus z, avec tout ça étant
au carré plus 2 avec une racine, enfin bref, toutes les fonctions un petit peu bizarroïdes que vous pouvez imaginer, pour peu qu'elles impliquent des fonctions usuelles, des polynômes, des fractions rationnelles, vous pouvez affirmer tout de go que ces fonctions sont de classe C infinie. Donc ça c'est bien pratique, comme pour les fonctions d'une variable réelle, vous dites par composition la fonction est de classe infinie. Et puis voilà, là où il y a des problèmes, c'est quand vous avez une fonction avec éventuellement alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis une valeur absolue ici. Si vous avez des fonctions qui voilà, prennent des valeurs différentes en un point donné, et il faut aller regarder vraiment dans le détail si la fonction est continue en ce point, si elle a des dérivées partielles en ce point, etc. Bon, c'est là qu'il faut travailler, mais pour les fonctions usuelles de ce style, il n'y a pas de problème, vous pouvez affirmer directement leur caractère c'est infini. Voilà, donc ça nous permet de mettre fin un petit peu à toute la section qui concerne les fonctions de RD à valeur dans R. Et maintenant, on va regarder les fonctions de RD à valeur dans RP. Donc elles vont prendre plusieurs variables en entrée et elles vont sortir un vecteur de plusieurs variables. On va voir que ça, c'est très facile en fait, même si on va parler d'objets un peu plus complexes, hein, comme les difféomorphismes. Mais pour ce qui est de la régularité par les fonctions de classe CK, on va voir que simplement, ça va s'écrire en une ligne. On va dire que des fonctions sont de classe CK si chacune des coordonnées, une fonction qui a valeur dans RP, ça définit P fonctions de des variables, au sens où on vient de le voir, des fonctions de RD dans R, et donc on va simplement dire que la fonction est de classe CK si chacune des coordonnées le sont. Et donc les définitions seront assez simples et il n'y aura pas vraiment de preuves à faire dans ce cadre.